Je suis plus qu'ému. Je ne m'attendais pas à un tel bouticage. Cette surprise est du président Félix-Antoine Tshisekedi, samedi soir, au cours d'un dîner qu'il a offert au Baninga quartier, entendez, ses amis du quartier de Belgique. Il s'agissait en fait de bons membres de la diaspora congolaise venus à Kinshasa pour soutenir l'un de leurs devenu président de la République. C'est l'Amérique de tous ici. Nous devons l'accompagner. Sa réussite est la nôtre. Il ne faut pas qu'on dise que Bino va la Belgique au Choagi. D'après Jennifer Ilito, Félix-Antoine Tshisekedi est une fierté pour eux, mais le combat est colossal. La communauté congolaise de Belgique a mis sur pied une structure. La structure que nous établirons aura comme mission, primo, redonner la bonne image de la RDC auprès des Congolais à l'étranger et leur donner envie de retourner dans leur pays d'origine. Segundo, de proposer des projets dans tous les domaines et de mettre au service de notre pays l'expertise acquise en Belgique. Ainsi sera jeté le pont entre le Congo et le monde extérieur. Les amis de Bella n'ont pas que l'appui financier et les lobbying à proposer. La culture a aussi sa place. Olivier Kayomo a ramené des coffrets de jeux de hasard qui tiennent la route dans les écoles de Kinshasa. Des coffrets similaires ont été offerts au couple présidentiel. Le président de la République, chef de l'État, considère l'alternance démocratique et pacifique comme un virage politique qui engage la RDC sur la voie du développement. Il entend faire de ce pays une des grandes puissances mondiales. Et le rempart pour atteindre les summums reste l'amour du Congo et du Congolais. Le chef de l'État a ainsi invité ses amis de Belgique à retourner au Congo, même si l'on est revêtu d'une autre nationalité et malgré des dissensions politiques. Je n'ai pas de bâton magique. Je n'ai pas de solution magique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé par cette alternance est la première pierre que nous avons posée pour un Congo qui désormais va aller de l'avant. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de retard dans toutes nos tribulations, nos tergiversations, mais je sais que nous avons une chose en commun, et que cela, quelles que soient nos divergences politiques, c'est que nous aimons ce pays. Même si nous avons changé de nationalité, notre rêve, notre souci, c'est de revenir à la mère patrie et de travailler. Lorsque je suis arrivé aux affaires, connaissant cela, je me suis dit, maintenant, je dois me battre pour réconcilier les Congolais avec eux-mêmes. Faire comprendre aux Congolais, mes compatriotes, ce que m'avait enseigné mon leader, mon mentor, Étienne Tshisekedi Ouamoudoumba. La dépouille de Mme Sophie Batémé, Bibi, épouse de Kitengeyesu, conseiller personnel du chef de l'État, décédé dimanche 27 juillet dernier à Bruxelles, en Belgique, a été levée samedi 10 août 2019 de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa pour les hommages dignes, messe et recueillement à la Cité des Anges dans la commune de la Gombe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y est personnellement rendu pour réconforter la famille éplorée de l'un de ses proches collaborateurs, Kitengeyesu. Question de compatir au malheur qui vient de frapper non seulement cette famille biologique, mais aussi la famille politique des alliés de l'UDPS, dont il est l'autorité morale. Aussitôt après son arrivée sur le lieu, sous les coups de 18h30, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement très attristé, s'est recueilli devant le cercueil
de l'illustre disparu avant de déposer sa couronne de fleurs. Signalons qu'auparavant, c'est son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, qui, au nom du cabinet du président de la République, avait déposé la gerbe de fleurs. C'était en présence d'autres membres du cabinet. On a noté aussi la présence à ses obsèques de plusieurs personnalités, amis et connaissances, dont Jacques Tshimbomo Mukuna, Joseph Ntingaouzou, Raymond Chibanantunga Mulongo, Trifon Kinkemulumba, les autorités religieuses ainsi que le membre de la famille biologique de la défunte. Tristesse, consternation et les larmes aux yeux sont facilement lisibles sur leur visage. À noter que les funérailles de Madame Sophie Batémé auront lieu ce dimanche 11 août 2019 dans l'après-midi à la nécropole entre terre et ciel Etek. Que son âme repose en paix. Maintenir la paix totale dans le sud Maniema, plus précisément dans la commune rurale de Salamabila, que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité intérimaire Basile Olongo Pongo, en mission de pacification à Kindu, est en train de convoquer une série de réunions. Ce samedi 10 août 2019, il a reçu la délégation de la société minière Bamuro Mining, qui a été conduite par le gouverneur de province du Maniema, Guy Moussafir Nkola. Cette société minière, qui d'après la population autochtone, avait fait mauvaise foi de l'exécution de son cahier de charges et qui serait à la base d'un conflit qui aujourd'hui a créé l'insécurité. Au cours de cette réunion, les patrons de la territoriale avaient reçu les 10 otages libérés, bénéficiaires de la grâce présidentielle et qui pourront de ce dimanche retourner dans leurs familles respectives. Au terme de cette rencontre, le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité a fait le point à la presse. Ça, c'est un signal fort que le chef de l'État vient de donner pour que le compatriote puisse rentrer ici. De la même manière qu'il vient d'autoriser la libération de nos compatriotes qui étaient à Angenga, trop loin de leur province, pour qu'ils reviennent ici, de la même manière, il lance un appel à tous les compatriotes qui sont dans la brousse avec des armes, de déposer les armes, qu'on se tienne la main dans la main pour le développement de notre province. Donc les histoires de guerre, les histoires de milices, de rébellion, ça ne va pas nous avancer. C'est le message que le chef de l'État m'a donné pour pouvoir vous transmettre en présence de nos compatriotes. Les patrons de la province du Maniema n'ont pas manqué les mots pour remercier le vice-premier ministre qui s'est déplacé de Kinshasa pour raison de la paix. Du Maniema, de toute la population, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cet acte. Au moins, il vient de témoigner une fois de plus qu'il veut la paix dans ce pays, dans notre beau pays, et il veut la paix dans notre province. C'est au nom de toute la population et au nom de mes frères qui viennent d'être libérés. Je dis merci vraiment beaucoup. Et je vous dis à vous aussi merci. Vous avez prouvé aussi que vous étiez vraiment un père aussi. Et vous êtes parti avec notre doléance auprès du chef de l'État. Et directement, il a réagi. Et ça me réjouit. Vraiment, ça va tout droit dans nos fronts. Toutes les machines sont mises en marche avec l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur de la paix pour libérer les otages dans la commune rurale de Salamabila, dans le sud Maniema. Au Sud Kivu, au moins 3 personnes ont perdu la vie, 90 rescapés dans un nouveau naufrage survenu ce samedi 10 août sur le lac Kivu à Bukavu. C'était aux environs de 15 heures. Une pirogue motorisée qui quittait Bukavu pour se rendre à Kachofu vers Iguissit a chaviré avec plusieurs passagers à bord. Les rescapés affirment qu'ils étaient plus de 150 à bord, tandis que le manifeste renseigne seulement 76. Moins de 20 passagers portaient les gilets de sauvetage. Le bilan est encore provisoire, affirment ces rescapés. Lorsque nous sommes arrivés au milieu du lac, notre pirogue a cogné une pierre dans le lac. Une planche s'est détachée. C'est ainsi que l'eau a commencé à entrer dans notre pirogue. Nous avons pris des sauvetages et demandé à ceux qui savent nager de commencer à nager jusqu'à ce que nous avons eu de l'aide.
Le ministre provincial de Transport qui s'est rendu au port pour faire les constats ne s'est pas exprimé à ce sujet. Au Sud Kivu, plusieurs cas de naufrage sont enregistrés depuis le début de l'année. Le plus grave reste celui qui avait coûté la vie à plus de 150 personnes en mai dernier à Mukwija dans le territoire de Kalehe. À cause de la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est de la RDC, la session spéciale de l'examen d'État et le jury national édition 2019 prévue à Beni, Ocha et à Gungu dans le sud d'Ubangi se dérouleront du 12 au 15 août 2019. Cette nouvelle a été confirmée par le ministre intérimaire de l'EPSP, Emery Okunji, au cours d'une séance de travail avec les responsables des médias. À cette occasion, il leur a remis le CD contenant les résultats de l'examen d'État des différentes provinces, excepté les Nord Kivu et les Sud Ubangi, pour la publication. Inspecter autrement, c'est le thème de l'atelier d'évaluation annuel d'exercice 2018-2019 de l'inspection générale de l'EPSP. Pendant 6 jours, les inspecteurs principaux provinciaux vont réfléchir sur les modalités d'améliorer les conditions pédagogiques au sein des établissements scolaires sur toute l'étendue de la RDC. Le ministre intérimaire de l'EPSP, qui a donné les coups d'envoi de ces séminaires, exhorte le participant à examiner tout paramètre possible en vue de redynamiser les secteurs de l'enseignement. Il s'agit de faire apparaître les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les suggestions techniques constructives appropriées en rapport avec les réalités du terrain en matière du fonctionnement de notre système éducatif. À travers ces assises, les inspecteurs ont la lourde tâche de procéder à la critique objective sans complaisance de l'action de l'inspection dans leurs juridictions respectives. C'est depuis plus de 4 décennies que les populations riveraines du site d'Inga, dans le Congo central, vivent dans un climat de désarroi et de détresse prononcés, ce face aux impacts négatifs de la mise en place de ce méga-projet dans leur milieu naturel. Surtout que les concepteurs ont à l'origine fait miroiter des merveilles aux autochtones en termes de développement, une fois les barrages implantés, chose qu'ils n'ont pas réalisée. Les riverains d'Inga sont aujourd'hui sans école fiable pour l'éducation de leurs enfants. Pas de structures médicales adéquates, pas d'emploi, pas alors un seul indice de développement. Au moment où la RDC envisage d'attaquer Inga 3, cette population riveraine à travers les femmes solidaires et autres organisations de la société civile viennent de lancer un SOS aux autorités pour l'implication des autochtones ou mieux des ayants droit du site d'Inga dans le processus avec une meilleure représentativité de femmes. Les concepteurs du projet, quand ils étaient venus, ils n'ont pas fait voir aux ancêtres les aboutissants du projet. Et eux, ignorants de l'État, ils voyaient seulement les immeubles qu'on les faisait voir dans les maquettes. Ils ont accepté sans tenir compte de ce qui allait suivre. C'est nous les descendants. Nous vivons les conséquences du barrage. Sur toute cette zone-là, il y a plusieurs races de bétail qui ne sont plus là. Il y a le poisson qui ne sont plus là. La population vit de l'élevage et de la culture. Du point de vue activité commerciale, nous sommes appauvris. C'est le contenu du mémo déposé à la présidence de la République, au ministère de l'Énergie et celui du genre, famille et enfants, y compris à l'Agence pour le développement et la promotion d'Inga Dapi, ont révélé ces femmes à l'issue d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. L'opération Kinbopeto se veut l'assainissement de toute la ville-province Kinshasa. Le ministre provincial de l'Environnement, Aménagement et Tourisme, Didier Tengetelito, est plus que déterminé à accompagner la vision du gouverneur de la ville qui tient à l'image d'une ville moderne, innovante et florissante. C'est le cas de la place Kintambo Magasin où le ministre a procédé au reboisement de cet espace d'attraction. Ces sites, couverts de la verdure et protégés avec des fils barbelés. Kinbopeto, c'est un respect envers ses aînés, c'est un respect envers les textes de la loi, c'est-à-dire changer sa façon de voir les choses, c'est-à-dire de voir ça de manière propre et saine. Et donc voilà, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui.
On avait prévenu tous les vendeurs qui étaient ici, qui étaient en situation illégale, qui occupaient cela, et la plupart d'entre eux venaient des différentes communes. On les avait prévenus, et maintenant ils ont pris leurs dispositions, et nous, l'État a pris ses dispositions. Nous l'avait dit, on l'avait dit, en tout cas c'est 6 mois, pas 6 mois, mais une année de mesures impopulaires illégales, et on commencera à voir des résultats petit à petit dans les chefs des actions qu'on aura à prendre. Par cette descente effectuée dans la commune de Kintambo, le ministre provincial de l'Environnement, Didier Tenguete-Lito, a sensibilisé la population sur le programme quinquennal du gouverneur de la ville, tout en rappelant l'ordonnance loi du 31 mai 1975 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Élus le 29 juillet 2019, les membres du bureau du Sénat ont été présentés au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le président de cette chambre haute du Parlement, Alexis Thambwe Mamba. La mission dévolue à cette institution de la République était au centre de leur entretien. Le président de la République a encouragé le nouveau bureau du Sénat à œuvrer dans l'intérêt supérieur de la nation et conformément aux attentes de la population. La paix et la sécurité dans l'est de la RDC, les virus Ebola qui sévit dans une partie du Nord Kivu et la prochaine session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sont d'importants points évoqués au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, au courant de la semaine à la Cité de l'Union africaine. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du partenariat privilégié entre Kinshasa et Washington pour faire avancer le processus de paix et de sécurité en RDC, a souligné le diplomate américain. Au sortir de cette entrevue, il a aussi indiqué avoir échangé avec le président de la République sur son prochain voyage à New York, où il participera à l'Assemblée générale des Nations unies et aux différentes rencontres sur la promotion des investissements américains en RDC, sur la paix et la prospérité dans la partie est du pays, ainsi que sur la lutte contre la corruption et les virus Ebola. Par ailleurs, le président de la République a eu des entretiens avec le ministre d'État en charge du budget et ministre intérimaire de la Santé Pierre Kangoudia, venu lui présenter un rapport préliminaire sur le plan intégré de la riposte contre Ebola. Le ministre d'État revenait d'une mission à Goma et à Gisenyi au Rwanda. Il a participé avec son homologue, la ministre rwandaise de la Santé, à la réunion transfrontalière RDC-Rwanda sur la maladie à virus Ebola. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion du haut commandement militaire. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la situation préoccupante de Beni et l'insécurité causée par les agressions à armes blanches dans quelques provinces. Après avoir suivi les informations du chef d'état-major général des FARDC, le président de la République a jugé inadmissible cette situation. Il a donné des instructions fermes pour enrayer cet état de choses. Le chef MG a présenté des stratégies susceptibles de mettre un terme à cette situation récurrente et le gouvernement est appelé à fournir des moyens nécessaires pour le meilleur aboutissement des dites stratégies. Au sujet de l'insécurité à Kinshasa, au Congo central, au Kasaï central, Kasaï oriental, où des tueries à armes blanches sont observées, des directives ont été données pour que la police nationale dispose de moyens conséquents afin d'éradiquer ces phénomènes. Les personnes vivant avec handicap ont été honorées par le président de la République qui a reçu à la Cité de l'Union africaine leur délégation représentative, parmi laquelle les malvoyants, les malentendants notamment. Le porte-parole de la délégation a remercié le chef de l'État d'avoir accepté de les recevoir. Il a invité le garant de la nation à prendre en considération les revendications contenues dans leur mémo. Le président de la République a réitéré son engagement à prendre en compte toutes les catégories de la société congolaise. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment annoncé qu'il y aura dans le prochain gouvernement un département qui s'occupera exclusivement de tous les vulnérables. L'ampleur des dégâts est sans pareil. Après son passage sur les cultures, la chenille légionnaire de Tom ravage et décime des cultures en se nourrissant sur toute la partie aérienne de la plante. Impuissants face à cet ennemi, les producteurs alertent pour sa gestion. Bon, il y a chenille légionnaire, musala nae, abandakana na lisangu deke et comme une troisième feuille
Elle commence par attaquer la troisième feuille de la tige. Si l'épi est prêt, elle attaque et ses larves aussi. Si elle est infestée, c'est difficile de récupérer et c'est une perte. Il faut des études et des pesticides pour assurer la riposte. Nous ne les considérons pas comme des chenilles, mais plutôt des ennemis. Il faut donc un bon programme de la part du gouvernement pour l'éradication, car toute notre vie dépend des activités champêtres. C'est en 2016 que la chenille légionnaire d'automne apparaît en RDC. 3 ans après, la situation est alarmante, avec 89% de territoire national attaqué. Cette chenille légionnaire inquiète énormément parce que déjà depuis les enquêtes que nous avons réalisées l'année dernière, on a remarqué que les pertes liées à la chenille légionnaire sont évaluées à plus de 357 millions de dollars pour le pays. Selon les statistiques de 2018, nous avons déjà 129 territoires déclarés infestés sur 145 territoires que compte le pays. À la base de cette expansion fulgurante, le manque de déploiement des stratégies de gestion efficaces de la chenille légionnaire. Pourtant, un plan de riposte a été déjà élaboré, mais pas mis en œuvre. Il y a un plan de riposte qui a été rédigé. Il n'y a rien qui est décaissé pour que la riposte soit effective. Mais sur terrain, quelques actions sont menées à petite échelle. Ces actions ne sont que des gouttes d'eau dans l'océan. Les répercussions sur la production sont considérables. Alertés, la FAO et d'autres partenaires techniques et financiers comptent accompagner la République démocratique du Congo dans la gestion efficace de la chenille légionnaire d'automne. Actuellement, par exemple, dans la partie de Pueto, le prix d'un kilo de maïs est passé de 150 francs congolais à 2500 francs congolais. À moyen terme, on va avoir probablement une augmentation de prix et une rareté de maïs sur le marché. À long terme, on va assister probablement à un découragement des agriculteurs parce que les pertes sont énormes. Essayez d'atténuer le choc en distribuant par exemple des semences qui soient tolérantes, en multipliant les semences dans les différents sites de production de maïs. Sinon, on va arriver à une situation de non-retour. Déjà du côté de la FAO, il y a quelques actions qui sont menées, notamment la formation des agriculteurs à travers les champs écoles paysans. Côté gouvernement, les techniciens du ministère de l'Agriculture ont été déployés sur terrain pour recueillir toutes les informations. Dans l'immédiat, nous devons restaurer la capacité de production des ménages agricoles à leur offrant des semences améliorées. Du côté par exemple de Pueto et de Kilwa, nous avons vu des champs, des gens ou des agriculteurs qui ont ensemencé plus de 3 hectares de maïs et qui ont récolté moins de 20 kilos. Vous voyez que ça décourage les agriculteurs. Alors pour les encourager, il va falloir leur donner des moyens conséquents, c'est-à-dire des semences qui sont tolérantes. Et il est temps pour nous de signaler que la chenille légionnaire est plus dévastatrice qu'Ebola. Et il n'y a pas simplement que le maïs qui a attaqué. Il y a d'autres cultures hôtes de la chenille légionnaire. Il est temps que le gouvernement se réveille et qu'il mette des moyens nécessaires pour que le plan de riposte qui a réuni les intelligences de ces pays pour sa rédaction soit mis en pratique. La menace est réelle, les pertes sont énormes, il faut des plaidoyers et l'urgence s'impose. Le vaste projet de construction du port en eau profonde des Bananas préoccupe au plus haut point le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a dépêché sur place à Mwanda le ministre des Affaires foncières, le professeur Tchiba Nkalala pour remettre officiellement l'arrêté d'expropriation du terrain, ouvrant ainsi la voie à la société du PUED de récupérer les sites pour le démarrage des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana.
Il a fallu du courage et de la volonté politique pour que ce gigantesque ouvrage portant l'espoir d'un retour en force de la République démocratique du Congo sur la scène internationale se matérialise. 1,2 milliard américains sont disponibilisés par DeepWeb pour réaliser ce rêve. Le ministre ad intérim des Affaires foncières, Tchiba Nkalala, a pris un arrêté pour exproprier les sites, évaluer les biens et maisons à déplacer pour leur indemnisation. Dépêché par le chef de l'État à Mwanda, le professeur Tchiba Nkalala s'est dit fier, car à ce jour, le travail d'identification est terminé. Les gens seront indemnisés pour une valeur de 8 millions de dollars américains. On va bien travailler, on va sortir, vous donner un peu d'argent que vous allez avoir pour aller vous installer là où vous irez vous installer pour construire certaines maisons, pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Et on tient beaucoup à cela. Le déplacement du camp militaire a aussi reçu les quitus des hauts responsables de l'armée pour leur délocalisation. Le professeur Tchiba Nkalala vient ainsi de sauver ces sites et la société DeepWeb peut enfin démarrer les travaux. Pour l'instant, il ne reste que la population libère le site pour le démarrage des travaux de la construction du port à eau profonde de Banana. Une organisation au niveau national avec des ramifications dans le Congo profond pour une bonne coordination. La province du Haut-Katanga s'est dotée d'un comité provincial de l'Ordre national des ingénieurs civils congolais, ONICIV. Dans sa configuration, l'ingénieur Kipouya a été porté à la tête de ces comités avec comme adjoint au poste de premier vice-président Dani Simbiniembo. Une architecture complétée par 2 secrétaires, un trésorier dont le champ d'action s'étend dans d'autres provinces, notamment le Haut-Lomami et les Tanganyika. Le président du comité provincial appelle donc les membres à s'investir dans l'organisation de ces corps de métiers. Dans les lois là-bas, le conseil provincial sera tenu par Ngoy Wakumbwa, qui a immédiatement pris conscience de l'immensité de la tâche. À Kinshasa, c'est Ndit Tamakoso qui a été élu en présence du 2e vice-président Floribert Mansois et promet de faire respecter les dispositions légales qui régissent cette profession. Au cours de notre mandat, nous allons tout faire pour les sensibiliser, qu'ils soient impliqués dans l'ordre, qu'ils soient engagés dans l'ordre et qu'ils comprennent le rôle de l'ordre dans leur vie professionnelle. Nous allons maintenant organiser la vie de Kinshasa par des différentes commissions. La loi a prévu, à part le Conseil national, il y a aussi les mêmes responsabilités au niveau provincial. Le travail de l'ordre, en réalité, se fera au niveau provincial, donc à travers l'étendue de la République. À noter par ailleurs que c'est depuis le 13 décembre de l'année dernière que la loi portant organisation et création de l'ordre des ingénieurs civils a été promulguée par le chef de l'État. Fermé en 2012 pour des raisons de sursaturation, le cimetière de Penga Penga a été sujet d'une extrême profanation jamais vécue. Cette action qui a commencé timidement, justifiée par la fabrique des briques, au regard des termitières qui regorgent de ces périmètres, a pris de l'ampleur important. Tombe quoi jusqu'à laisser certains cercueils à vue. Saisi par les services d'inhumation, le maire de Lumbashi, qui avait initié pas mal de descentes sur le terrain avec comme objectif interdire la fabrique des briques et ordonner le déguerpissement sans délai de tout occupant, était redescendu sur le site le 8 juin 2018 pour la dernière sommation. Fort malheureusement, les inciviques aux cultures d'ailleurs ont fait la sourde d'oreille, érigeant des bâtisses d'habitation, avec la complicité de certains anciens chefs de cellules, des quartiers et certains agents clandestins des cadastres. Choqué et fort indigné de cette attitude et comportement importé, le maire de Lumbashi, Guilain Robert Lubaba Boulouma, qui avait sommé le déguerpissement de tous les habitants dans les périmètres du cimetière, avait signé en août 2018 un arrêté de démolition de toutes les bâtisses sollicitant de la haute hiérarchie une intervention financière pour l'opération de démolition. Cette action de l'autorité urbaine était saluée par les victimes des tombes profanées et par les députés élus de la circonscription électorale ville de Lumbashi en vacances parlementaires qui, ayant appris les cris de détresse, ont rencontré le maire de Lumbashi pour s'enquérir du dossier. Le constat est très amer. Tout ce que nous allons demander, je crois, c'est à l'autorité de pouvoir sanctionner. Préoccupé de ces dossiers qui datent d'il y a plus ou moins 3 ans, le maire de Lumbashi a diligenté urgemment une enquête musclée
pour déterminer la responsabilité de toute personne impliquée dans la vente, l'octroi et la construction dans les cimetières de Penga Penga. C'est à l'issue des audiences et rencontres de près de 8 heures du temps que ce comité a été installé. Particulièrement dans son message au chef coutumier, le vice-gouverneur Martin Charles-Doudou est revenu avec force sur la responsabilité particulière du chef coutumier dans la pacification du territoire de Djougou. Il a annoncé des sanctions et des poursuites à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les instructions des autorités provinciales. Et à la sortie des audiences, le chef coutumier promet de redoubler d'efforts pour une paix durable dans leurs entités. Il faudrait surtout dénoncer ceux-là qui sont à la base. Alors nous avons passé par des messages, surtout des sensibilisations. Et maintenant on a dit d'approfondir et même de contenter ceux-là. Et certains d'entre nous les ont contentés. Il faudrait qu'on soit main à main afin que nous puissions arriver à la fin de tout ce qui se passe. Le couronnement de toutes les audiences et rencontres, la mise sur pied du comité de suivi avec mission précise qui aboutiront à la pacification totale du territoire de Djougou. Le principal travail pour lequel le gouverneur nous a envoyé, nous allons mettre ce comité de suivi ici, un comité de suivi qui va suivre les recommandations de la conférence sur la paix et le développement qui a été organisée ici à Retipanoma. Nous voudrions que ces recommandations portent des fruits. Pour rappel, la conférence de paix de Kwandrouma a réuni au début du mois de juillet 2019 les notables, les forces vives et chefs coutumiers de la communauté Lendou dans le but de rechercher une vraie paix dans le territoire de Djougou. Tout a commencé par une messe d'action de grâce célébrée en la cathédrale Notre-Dame Béatrice de Matadi, en présence du président national du mouvement chrétien pour la solidarité et le développement MCS2. Le sénateur Roger Mwaka Mwaka a conduit une forte délégation venue de Kinshasa, de l'Europe, de Kwilu et de toutes les sections et territoires du Congo central pour fêter les 8 ans d'existence du parti. La coordination de Doucet Mapangala Mabiala, président fédéral du Congo central, une série d'activités a été organisée sur place à Matadi, notamment les séminaires de remise à niveau axés sur la gestion d'un parti politique animé par le secrétaire général du parti, l'ingénieur Marc Ilomalongi. Disons gloire à Dieu, lui qui a rendu ces choses possibles. Et nous osons croire que l'avenir sera encore meilleur que le présent. La cérémonie festive a connu la participation des cadres et militants du MCS2, le club des donateurs du parti, les sectionnaires, les territoriaux et les députés provinciaux du Congo central, ainsi que quelques représentants fédéraux de la FDCA et ACO. Le président Roger Mwaka Mwaka a reçu de la Ligue des jeunes de Matadi un cadeau d'un portrait peint à son image. PSD restera un parti d'avenir et je pense que la population qui attend beaucoup de nos politiciens actuels sur une autre façon de gouverner le pays. Les rassemblements des démocrates tshisekédistes gagnent de plus en plus du terrain dans la ville de Kinshasa. Le week-end dernier, c'était le tour du comité provincial de Moamba d'être investi par le coordonnateur national, Maître Sylvain Mutombo. Comité qui sera dirigé désormais par Ananias Lukusa et secondé par le chef d'antenne de communes qui composent ces districts. Pour Maître Sylvain Mutombo, ce comité nouvellement installé a pour mission de rallumer le feu de ces regroupements politiques dans ces coins de la capitale. Surtout, faire la promotion de la philosophie politique de leur maître, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Profitant de l'occasion, les disciples de Phinx de Limete a échangé avec l'assistance sur les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment la construction de l'hôpital militaire et une école au camp
Chachi pour les soins médicaux des militaires et leurs dépendants, ainsi que la dotation des équipements médicaux à l'hôpital du Kankokolo. La question des sauts des moutons en construction à Kinshasa était aussi évoquée pour les coordonnateurs du RDT. Ces ouvrages, une fois finis, vont mettre fin aux embouteillages et permettre aux Kinois de circuler librement. Notons que la troisième force du cash est plus que jamais déterminée à accompagner le président de la République dans la construction de la République démocratique du Congo. Nul, ça c'est Jean 6, 65. Nul ne peut venir à Christ et entrer en Christ. Venir à, c'est vers, et en, c'est à l'intérieur. Si cela ne lui a pas été donné par le Père Céleste, le Père Céleste, quand est-ce qu'il nous a donné le salut? C'est lorsque il nous a créés. Il nous a créés en Christ qui avait le corps semblable à un homme, un corps immortel, un corps qui traverse les obstacles, qu'on appelle le corps théophanique. Le corps théophanique, c'est quand Dieu a, à partir de sa pensée, il a créé le trône. 2 Chroniques 7, 14 dit, « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué », on a organisé toute une cérémonie avec le président de la République actuelle au stade, et il avait lu cette écriture. « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie ». S'humilier, ce n'est pas seulement se mettre à genoux. S'humilier à genoux dans les jambes, dans le corps, mais la véritable humiliation, c'est la confession. S'il confesse, alors il y a une goutte de sang qui vient pour effacer le territoire, le péché du territoire qui a confessé, et le matériau dont le péché est effacé devient un matériau immortel qui monte. Donc la prière fait monter ce matériau immortel dont vous avez fait la confession jusque dans votre adresse théophanique. La mort en exercice n'est pas un adage vu. Tokoku Fapona Ekolo, puis verser son sang pour la nation n'est pas chimérique non plus. Le commissaire supérieur adjoint Bongwalo Bochala Viki a trouvé la mort en plein exercice le 17 juillet 2019 au croisement de l'avenue de la Montagne et Bobiladawa à Kitambo, pendant qu'il réglementait la circulation. Les comportements des chauffeurs sans morale ni foi, ne respectant aucun code de la route. Le président de la République a compati au malheur de la famille biologique du défunt et leur a remis une enveloppe. C'était là, en présence du ministre provincial de l'Intérieur, qui a représenté le gouverneur de la ville-province Kinshasa et les coordonnateurs de la sécurité interne du chef de l'État et représentant personnel du président de la République démocratique du Congo.